don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Morgan Engelbretson, bienvenue au podcast. Très content de t'accueillir aujourd'hui. Finalement, avant qu'on commence, évidemment, petite mise en bouche, on s'est fait mettre en connexion avec Frédéric Guerçon. Ça a été vraiment, je veux dire, il m'a proposé beaucoup d'invités aussi. On a bâti plusieurs épisodes avec lui. Personne qui avait beaucoup d'entre-gens, puis à chaque personne qui aimerait faire, c'est des gens avec beaucoup d'entre-gens. On s'en est parlé à plusieurs reprises. Évidemment, on s'est fait une petite rencontre préparatoire, t'expliquer la stratégie, comment on fonctionne ici. Puis aujourd'hui, on se voit en vidéo pour faire ce beau podcast-là. Fait que je suis content. Aujourd'hui, on va parler de ton background, parler du courtage hypothécaire aussi, en apprendre un petit peu plus, démystifier c'est quoi le métier avec le contexte québécois. Donc, avant tout ça, parlons un petit peu plus de ton background. Parle-moi un petit peu plus de comment tu es venu à être un courtier immobilier. Courtier hypothécaire. Surtout pas courtier immobilier, c'est une job qui est beaucoup trop difficile. Oui, on s'en est parlé aussi, là, ça c'est un autre challenge. Non, c'est ça, mais premièrement, merci Anthony de m'avoir invité sur le podcast, puis merci à Fred qui va, en espérant, écouter ce podcast-là à un certain point pour nous avoir mis en contact. Oui. Exactement, shout out to Fred. Écoute, c'est une question, Anthony, que je pourrais répondre de comme je sais pas combien de différentes façons. Mais tu sais, pour faire peut-être le résumé le plus simple de ça, c'est que moi, j'ai toujours été en vente, en service à la clientèle. 2016, 2017, si je me rappelle bien. J'ai commencé en financement automobile. J'ai fait ça pendant comme à peu près 4 ans. Vraiment tombé en amour avec le domaine de la finance. Tu sais, pas juste professionnellement, mais personnellement, à m'éduquer, puis à apprendre, puis à mieux comprendre les finances personnelles. Puis tu sais, à force de voir le dossier du client, tu sais, de la personne avec qui j'essaie d'aider, tu apprends beaucoup sur comment les gens ils prennent des décisions financières ou font des erreurs dans leur décisionnel financier. Puis là, j'ai, comme plusieurs gens pendant la pandémie, j'ai eu une opportunité de changer de carrière. Puis quand je regardais aux différentes options, le courtage hypothécaire, c'est quelque chose qui était très attirant. Très attirant pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'en tant que courtier hypothécaire, on est indépendant. On n'est pas raffilié à un prêteur en spécifique. Puis ça, c'est bien important parce que moi, je veux pouvoir offrir un conseil qui est non biaisé à la personne avec qui j'aide. Tu sais, fait que je veux pas avoir un directeur des ventes de la banque qui dit là, il faut qu'on vende tel produit ce mois-ci. Ah ouais, go, pousse cette affaire-là. Qui n'est pas nécessairement adapté aux clients, tu sais, ce qui est très général. Non, absolument. Puis, fait que pour moi, c'était beaucoup plus important de pouvoir commencer avec la personne. Clairement. Qui dire, OK, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour eux? Puis là, développer la stratégie. Fait que le courtage hypothécaire, ça m'a permis de toucher les finances, puis d'y aller avec le client au centre du procédé et non qu'est-ce que l'employeur veut qu'on vende. Ouais. Ben, je pense que c'est un domaine qui est tellement méconnu. Tu sais, tantôt, on en a parlé un peu, puis on en a parlé aussi dans le meeting, mais tu sais, pourquoi faire affaire avec des experts qui s'y connaissent dans un domaine précis, dans une niche? Ben, justement, c'est pour avoir plus de flexibilité que, tu sais, j'avais donné l'exemple d'un conseiller en sécurité financière. Tu sais, pourquoi faire affaire avec un expert qui va pouvoir te guider vers les bons investissements, les bons véhicules financiers, versus un conseiller à la banque? Sans dire que les conseillers et les gens qui travaillent dans une banque sont pas bons ou sont pas ajustés, mais je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus de fine print, de qualité de travail avec un expert, dont un courtier hypothécaire. Il y a cette valeur-là. Puis aujourd'hui, on va essayer de faire comprendre, prenez le temps, quand vous avez un achat immobilier, prenez le temps d'aller magasiner, d'aller voir qu'est-ce qui est offert, les autres options de financement, évidemment dans le courtage. Oui, non, absolument. Je pense que tu as raison. Puis c'est un des défis. En fin de compte, on en avait jasé la dernière fois que c'est un des défis en tant qu'entrepreneur, c'est d'être connu, c'est de se faire connaître. Tu sais, ça, c'est comme le plus gros défi. Moi, quand je parle avec quelqu'un pour la première fois, c'est toujours en commençant par expliquer tout simplement c'est quoi un courtier hypothécaire, parce que les gens, ils savent pas, même que les gens ils confondent le spécialiste en banque, le courtier hypothécaire, tu sais, c'est comme. Puis honnêtement, c'est pas la faute des gens. Il n'y a pas d'éducation financière à l'école, ou très peu. Fait que c'est pas comme si les gens commencent puis ils savent comment faire leurs impôts, ils comprennent c'est quoi des REER, des CELI, qui savent comment qu'une hypothèque fonctionne. Tu sais, il n'y a pas cette éducation-là. Fait que là, les gens, ils vivent leur vie, puis là, éventuellement, il y a quelqu'un qui leur dit tu sais, parle à tel professionnel parce que ça va t'aider, tu sais. Oui,
Ça marche comme ça, puis c'est ça, ça devrait être une notion, tu sais, des instructions qui sont acquises à un bas âge, là, en commençant peut-être même avec des petites instructions au primaire, en allant au secondaire, puis même au cégep, parce que on s'entend, l'achat le plus important dans une vie d'une personne, c'est un bien immobilier, mettons, puis c'est un actif, là, après le choix, mettons, mais il faut que tu prennes les décisions, puis le bon processus en place. Fait que se faire accompagner, là, c'est tellement primordial. Là. Moi, je parle souvent avec les gens avec qui je travaille on a tous entendu parler de notre tarte financière. C'est comme un exemple facile de comprendre qu'on a différentes tranches. Puis il y a toutes sortes de tranches qui ne sont pas nécessairement relatives à notre conversation en ce moment. Ouais. Mais moi, je dis toujours qu'il y a comme 3 points de la tarte qui sont toutes connectés un à l'autre. Fait que tu as tes obligations, tes dettes, que ce soit des cartes de crédit, des marges de crédit, des prêts auto, etc. Tu as toute ton hypothèque, tu as tes dettes, tu as tes investissements, tes économies, tes placements, etc. Puis tu as tes impôts. Ces 3 points de la tarte-là, ils fonctionnent tous ensemble. Tu ne peux pas les déconnecter. Parce qu'un 10 000 que tu mets de plus en mise de fonds, c'est un 10 000 que tu mets de moins dans tes REER, c'est un X montant de plus que tu payes dans tes impôts. Puis on peut jouer, on peut connecter ça dans toutes les directions. Fait que ça, c'est bien important d'avoir du monde qui t'entoure, qui pense à si on regarde le contexte total de notre vie financière, c'est quoi qui est impacté par nos décisions. Oui. Encore une fois, un autre sujet qu'on a discuté, c'est PC Jolicoeur, puis des grands qui prononcent, puis qui démystifient encore, puis qui font du contenu intéressant pour connaître mieux le métier. Des histoires barcadabrantes aussi. Mais souvent, je pense que la ligne qu'il veut me démontrer, c'est qu'il y a différentes options. C'est pas the end of the world. Si, mettons, tu as une situation financière qui est anormale, mettons un travailleur autonome, que c'est instable, il faut qu'il y ait plusieurs années de déclaration d'impôt pour se faire proposer une hypothèque, mais il y a différentes options de financement, surtout si dans le couple avec quelqu'un qui est salarié, qui est salarié et tout. Fait que c'est juste d'analyser ça. Mais versus si tu vas encore une fois à la banque, ils vont peut-être regarder ton dossier beaucoup trop catégoriquement sans me proposer des options. Mais regarde, il y a peut-être un prêteur B, C là, qui pourrait trouver une solution à court terme. Puis après, on s'ajuste. Il y a ces choses-là qui sont fun. Ouais. Ouais, puis j'ajouterais à ça, Anthony, que moi, ça va faire 9-10 ans là, que je fais des demandes de crédit, puis que je regarde les bureaux de crédit des gens, puis l'historique d'emploi, puis etc. Puis je vais dire que tout le monde a un cas individuel. On a tous notre parcours, notre vécu. C'est pas comme s'il y a 2 clients, il y en a un qui est le client standard, puis là, le client non standard. C'est qu'on a tous vécu notre vie, puis on a fait des gaps, puis on a eu des incertitudes, puis on a fait des changements, puis on est tous en train d'essayer de faire notre mieux. Puis je pense que l'important, puis moi, c'est ce que je vends comme service, c'est que moi, je veux être la personne qui va t'accompagner, peu importe le prêteur, peu importe la stratégie, sur le long terme. Pendant qu'on est en train de vivre cette expérience-là, je veux faire partie de cette expérience-là. Je veux être le guide qui te guide à travers ce processus-là. Fait que chaque personne a un vécu, un parcours individuel à eux. Make sense. Non, c'est 100% ça. Puis je pense que le pouvoir caché d'un courtier, c'est justement de pouvoir offrir cette flexibilité-là à un client, puis s'adapter aussi à sa situation, puis d'être ouvert. Fait que ça, c'est bien. On a parlé de ce sujet-là. Parlons un petit peu plus mindset général. C'est une question que je pose à tous les entrepreneurs. Qu'est-ce qui te fait lever le lundi matin, à commencer ta journée de travail, ta semaine de travail, quand tu vois que tu as des choses dans ton calendrier qui est un petit peu désirritant, ou mais dans la grand scheme of things, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? C'est quoi la petite flamme, Ça, c'est une bonne question. Tu m'en avais parlé de cette question-là, puis j'ai repensé à ma réponse. Puis non, mais c'est bien intéressant parce que moi, je t'avais répondu la dernière fois comme quoi c'est pas comme, j'ai pas de job en tant que tel, j'ai des tâches à compléter. C'est plus un genre de lifestyle, mais quand on recule un peu plus, je pense que moi, j'agis comme le représentant de la personne en face, faisant face aux banques. Je deviens ton représentant, ton défendeur auprès des banques. Fait que moi, je me lève à tous les matins, puis j'ai comme whatever nombre de personnes avec qui je suis en train d'aider. Puis là, c'est comme, OK, mais là, moi, je m'en vais me battre pour vous autres. Fait que c'est ça qui me motive, c'est comment qu'on va aller chercher des gains, puis on va gagner à différents endroits pour les gens qui sont derrière moi,
Fait que c'est Ouais. les gens qui sont derrière moi qui me motivent parce que quand je me lève le Mm. matin, c'est eux qui dépendent de mon succès. Je comprends. Ouais. Je comprends. T'as-tu c'est sûr que tu as vécu énormément d'accompagnement avec tes clients, là, mais tu sais, t'as-tu une histoire touchante que tu sais, top of your head, que tu te souviens, tu dis, OK, celle-là, tu sais, j'ai eu un feedback, ça s'est super bien passé le processus, puis on a réussi à atteindre leurs objectifs, même si c'était inattendu un peu. Tu sais, t'as-tu comme une histoire qui te roule un peu dans la tête quand je te dis ça? Là? Ça, c'est une bonne question. Je veux dire, puis ça va être une réponse. Tu m'entends-tu bien? Oui. Oui, c'est bon. Ouais. Ça va être une réponse plus généralisée que, tu sais, parce que chaque personne, tu sais, je ne peux pas te répondre cette question-là parce que chaque personne avec qui j'aide, tu Right, sais, quand quelqu'un right. achète son premier condo, peut-être que je peux te raconter une de mes clientes, on a travaillé comme 2 ans et demi ensemble. Tu sais, on a fait la OK. préqualification, je l'ai aidé, je l'ai placé avec un conseiller en Ouais, sécurité financière, ouais. économisé la mise de fonds. Puis là, on a fait des offres, là, je ne me rappelle pas, Mhm. mais on a fait comme une quinzaine d'offres. C'était Ouais, pendant que la ouais, pandémie, là, tu sais, la compétition, c'était vraiment tough. Puis ouais. pleurait, là, tellement que c'était Ouais. décevant comme quoi elle gagnait pas ses offres, elle gagnait pas ses offres, elle gagnait. Puis on a tout fait là, C'est pour. Puis là, démoralisant. finalement, Je comprends. quand on l'a eu, là, Ouais, quand on l'a eu, l'offre, là, écoute, c'est un moment qui change la vie de quelqu'un. ouais. Puis moi, je me sens, tu sais, quand tu prends le temps d'écouter les gens puis comprendre Mhm. leur parcours puis comment ils sont arrivés là, c'est que toutes les histoires, il y a toujours une personne derrière l'hypothèque. Tu sais, c'est que ça C'est ça. soit. Ben oui. Ben oui, tu sais, puis j'ai eu beaucoup d'entrevues avec des courtiers immobiliers, puis oui, là, c'est un peu bon, c'est de la vente, puis ça reste de l'accompagnement client, mais number one, souvent, ce qui arrive, c'est que tu es un peu le mini-thérapeute sans être dans l'ordre avec le client parce que, écoute, tu peux arriver de plein de situations, tu as vécu 15, 20 ans, 30 ans dans une maison, c'est un couple âgé qui va redonner ça à une nouvelle petite famille. C'est comme, tu sais, si tu redonnes un flambeau d'un patrimoine familial, tu as bâti quelque chose d'émotionnel, tu sais, Ouais, puis ça va plus loin que l'argent. Faire un saut là-dessus, OK? ouais. Souvent, je pense qu'il y a des gens, c'est pas tout le monde, là, mais il y a des clients qui vont peut-être venir te voir ou venir voir des courtiers hypothécaires pour magasiner le plus bas taux. Ça, je trouve Oui, ça quand même triste, là, tu sais, puis de dealer, puis de trouver, trouver un petit peu un pourcentage, puis ça, on le voit ça dans des courtiers immobiliers, mais conseillers en sécurité financière, puis tu sais, je pense que non seulement la réponse à ça, que c'est pas un client qui va fitter avec toi non plus, mais comment comment tu vois cette réalité-là? Peut-être que tu en as déjà entendu parler, tu l'as vécu, peu importe. ah, mais oui, mais ça, faut pas, c'est normal. OK? Ça revient au Je comprends. point tantôt qu'on a parlé du manque d'éducation financière, que les gens, Ah ouais, évidemment, on n'a pas de formation sur une hypothèque. Fait que si tu connais c'est ça. pas les détails Oui, du fonctionnement mécanique d'une hypothèque, c'est oui. naturel de dire, bon, mais Mhm. c'est quoi le meilleur taux d'intérêt? Parce que si je baisse mon taux d'intérêt, mais évidemment, je Ouais, sauve de l'argent, puis c'est là exact. la nuance. C'est que Right. l'objectif, c'est de sauver de l'argent. Fait que la question que les gens, C'est ça. puis les banques, ils veulent pas que les gens posent la Mm. bonne question parce qu'ils aimeraient mieux qu'on s'ostine pour un Oui. point 1, point 2 de taux d'intérêt. Ici, pendant qu'il y a tout le reste de la structure hypothécaire, qu'il n'y a pas personne qui questionne. Tu sais, fait que Ouais. moi, j'essaie toujours de recerner cette question-là, que l'objectif, c'est OK. pas d'avoir le plus bas taux d'intérêt, mais c'est de Ouais. dépenser le moins en intérêt. Tu sais, puis quand Mm. tu mets ça en perspective, que si je te donne un dossier, je te donne Ouais. 2 options. Là. Il y en a un qui est à 5 d'intérêt, puis il y en a Ouais. un autre qui est à 4 d'intérêt. Mais la Ah, stratégie qui est à 5 d'intérêt va te coûter 15 000 de moins en intérêt à la longue que celui à 4. Mais Anthony, tu vas me dire, ben, je veux le 5. Moi, je m'en fous parce du qu'on le taux voit, le 15 d'intérêt. 000. Là. Ouais. C'est ça, Ouais. exactement, c'est l'économie. Fait que ça, mais ça vient toujours avec Mm. l'éducation. Tu sais, c'est d'expliquer qu'il y a, OK. il y a tout un, il y a tout Fait que, un monde. oui, fait que, si je comprends bien, c'est qu'il y a une grosse partie aussi dans ton travail, c'est pas d'éduquer les gens, mais d'amener, d'instruire certaines notions, de faire comprendre les Ah, engrenages, peut-être le fonctionnement. Ouais. Moi, là, écoute, je dis ça, Anthony, aux gens, là, puis je le Ouais. dis publiquement, puis en privé, là,
Vous n'avez pas besoin d'un courtier hypothécaire pour trouver le meilleur taux. Vous tapez sur Google le 5 ans fixe plus bas taux Québec. Là, Google va te le dire, c'est quelle banque qui a le prix. Voilà. C'est public, c'est pas privé, c'est pas comme on n'est pas en 1980 puis il fallait que tu fasses une banque à la fois, savoir c'est qui a le meilleur taux. Google va te le dire, là, ça va être marqué. Exact. Fait que pour moi, puis je te donne l'exemple d'une préqualification. Moi, c'est très important. Quand on fait une préqualification, l'objectif, c'est de déterminer combien on peut se permettre pour l'achat d'une propriété. Mon objectif, c'est que quand nous, on finit notre exercice de préqualification, si un de tes chums te dit « Ah, Anthony, comment tu as fait pour avoir 500 000 dans préqualification? » Que ta réponse ne soit jamais « Ah, ben je ne sais pas, c'est juste ce que le gars, il m'a dit. » Je veux que toi, tu puisses comprendre parce que c'est tes finances à toi. On discute ton argent. Fait que je veux que tu puisses dire, ben écoute, ça, c'est ce qu'on a fait, puis ça, c'est les calculs qui ont été faits. Pas besoin de faire les calculs, mais de comprendre les calculs, puis pourquoi on arrive à ce chiffre-là. Tellement, j'adore ta réponse. Tu es quelqu'un qui va te poser la question, parfait, tu as fait affaire avec un courtier, OK, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené de comprendre le derrière, le bien aussi de ta décision, plutôt que de dire, ben tu sais, je fais confiance blindly, parce qu'il y a cet aspect-là aussi de dire, tu sais, comme mon comptable, par exemple, j'y fais confiance, fait que j'ai pas besoin de vraiment comprendre ce qui se passe en arrière, mais au moins comprendre les grandes lignes. Je dis pas, évidemment, c'est pour ça que vous faites votre métier, il y a certaines choses qu'on va pas comprendre, mais de comprendre le fonctionnement du processus, c'est la base, ça, c'est sûr. Puis, moi, je te donnerais un petit pushback là-dessus, Anthony, que le domaine hypothécaire, c'est complexe, mais c'est pas compliqué. C'est pas des calculs mathématiques super avancés. Là, je veux dire, c'est de l'addition, de la multiplication, de la division. C'est comme c'est vraiment de base. Fait que il n'y a rien. Si toi puis moi, on passe 1h30 en préqualification, puis 1h30 de meeting, 2 meetings séparés sur comment préqualifier, c'est quoi une hypothèque, là, tu vas connaître autant que n'importe quel courtier hypothécaire. I like it. I like it. On va tomber sur le sujet des taux. Je veux dire, je pense que les gens se disent ne comprennent pas réellement c'est quoi l'application d'un taux fixe, d'un taux variable, de choisir ce taux-là. Puis, tu sais, évidemment, tu as la Banque du Canada qui va. Là, ça sort des journées une fois de temps en temps. Il y a une baisse, une hausse, whatever. Puis là, après, les banques s'ajustent puis offrent leur propre taux. Mais on dirait que du point de vue de la clientèle, c'est un petit peu méconnaissant ou méconnaissable par rapport à quoi choisir comme taux, là, puis lequel, en fait, là, selon sa situation. Ça, c'est en fin de compte, c'est deux questions que tu poses, Anthony. Parce qu'il y a c'est quoi un taux d'intérêt? Puis ça, je te l'explique. Puis comment choisir le taux d'intérêt? Puis ça, c'est deux choses complètement séparées, distinctes. Fait qu'il y a deux types de taux d'intérêt. Puis ça, c'est pas que c'est méconnu, c'est que c'est, je pense, par exprès mal expliqué. Parce que le plus que les gens sont confus, le moins qu'ils vont poser de questions. Puis ça, depuis surtout la pandémie, c'est quasiment comme du sport. Écoutez, la Banque du Canada, tout le monde, il n'y a pas personne qui ne le sait pas quand l'annonce de la Banque du Canada s'en vient. Même les gens qui n'ont pas d'hypothèque, qui n'achèteront même pas de propriété, ils le savent, ils l'ont entendu sur la radio, ils l'ont vu en ligne et tout. Oui, tout ça le monde sort. en parle. Là. Ça sort. Là. C'est rendu un sport compétitif, là, les taux d'intérêt. C'est impressionnant. Non, ben pour vrai. OK. Puis, on peut prendre le temps. Il y a deux. Puis ça, c'est quelque chose de bien important que les gens souvent ils ne savent pas. Il y a deux types de taux d'intérêt. Tu as des taux fixes puis tu as des taux variables. C'est deux différents produits complètement. Fait qu'un taux fixe, c'est un taux pendant une période prédéterminée qui ne changera pas. Tu prends un 3 ans fixe, peu importe ce qui arrive sur la planète, ton taux d'intérêt qui a été fixé ne changera pas. Ce taux-là n'est pas déterminé directement par la Banque du Canada. Ce taux-là est déterminé par le coût du fonds qui est négocié en bourse pour la banque. Puis il faut rendre ça c'est du jargon financier, là, mais pour rendre ça simple, la banque, elle, quand elle te prête pour 3 ans, elle emprunte pour 3 ans. C'est le coût de cet emprunt-là qui est un coût fixe qui détermine ton coût fixe ici. OK? Ça, c'est le côté du fixe. Il y a plein de choses à discuter là-dessus. Puis là, sur le côté variable, c'est un taux d'intérêt qui a deux morceaux. Il y a la variable, puis il y a la partie qui fait partie intégrale, qui est fixée dans notre contrat, typiquement pour une période de 5 ans, qui est soit un rabais ou une surprime. Fait que c'est soit le taux préférentiel,
qui est 4,45 en ce moment de notre enregistrement. Ça, c'est la variable. C'est la variable qui bouge dépendant de ce que la Banque du Canada en annonce, puis ce qui bouge pour tout. Prêt automobile, carte de crédit, marge de crédit, hypothèque. Puis là, tu as soit, prends un exemple d'une marge de crédit personnelle, parce que plusieurs gens qui en ont une, même qui n'ont pas d'hypothèque, qui ont une marge personnelle. Typiquement, ça va être taux préférentiel plus 2 %. Fait que le 2 %, lui, il ne change pas. Fait que tu as une surprime de 2 %. Fait qu'à chaque fois que le taux préférentiel monte ou il descend, mais toi, tu as juste whatever que la variable plus 2 %. Fait qu'une hypothèque, typiquement, c'est TP, taux préférentiel, moins quelque chose. Puis là, ça change dépendant de toutes sortes de facteurs. Puis ça, c'est garanti pendant une période de typiquement 5 ans. Fait que tu as ces deux différents taux-là, taux fixe, taux variable. Fait que ça, mécaniquement, puis ça, on pourrait passer un autre 15 minutes à expliquer la nuance, etc., mais on ne fera pas ça tout de suite. Mais la deuxième question, puis ça, c'est la question que je pense qui est très importante, c'est comment décider entre un taux fixe ou un taux variable. Puis moi, j'aime ça dire qu'en hypothèque, il y a une seule certitude. OK? Il y a une chose que je peux te garantir, Anthony, puis je vais toujours pouvoir te garantir ça, c'est qu'on ne saura pas si on a fait la bonne décision avant la fin. Ce ne sera pas avant qu'on finisse notre terme hypothécaire qu'on va pouvoir déterminer si on a fait le bon choix ou le mauvais choix. Puis comme investir à la bourse ou n'importe quel autre risque qu'on prend, c'est un inconnu. Essayer de timer le risque, impossible. Fait que là, la question devient, si on n'a pas le contrôle sur le outcome, est-ce qu'on a fait la mauvaise ou la bonne décision? La question devient, est-ce qu'on préfère le négatif du taux fixe ou le négatif du taux variable? Voulant dire, si j'ai un taux fixe, puis les taux baissent, mais je ne bénéficie pas de cette baisse-là, mais si les taux augmentent, je suis protégé. C'est l'avantage et le désavantage du fixe. L'inverse sur le variable, c'est si j'ai un variable, les taux augmentent, je perds. Si les taux baissent, je gagne. Fait que la question devient, est-ce que j'aimerais mieux avoir un taux fixe, puis là, les taux, ils baissent? Ou est-ce que j'aimerais mieux avoir un taux variable, puis là, les taux augmentent? Celui que tu dors mieux la nuit, c'est lui qui comprend. OK, c'est selon la capacité de prendre les risques du client, par exemple. C'est de vivre le stress ou les changements. C'est vraiment purement ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres variables, genre la propriété, le temps, l'économie en ce moment? Il y a plein de variables personnelles. Si par exemple, on pourrait parler de comment la pénalité est calculée, mais pour regarder ça simple, la pénalité sur un taux variable va en moyenne être plus petite que sur un taux fixe. Donc, si on pense vendre notre propriété, on est mieux de se positionner sur du variable pour minimiser notre pénalité au moment de la vente. Fait qu'il y a des nuances. Mais dans les grandes lignes, là, si on planifie vivre dans notre propriété, la première question, c'est la tolérance au risque. Parce que c'est comme investir à la bourse, on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'on doit assumer que le pire va arriver. Puis dans le pire, c'est quel pire que je préfère? On dirait que peut-être que les gens vont avec ce qu'on voit ou ce qu'on vit au niveau du marché économique, la situation économique. Fait que c'est comme, OK, ça va bien, ou j'ai semblance que ça va bien, mes investissements roulent bien, parfait, on va y aller variable parce que l'économie va bien. Au contraire, c'est un petit peu plus compliqué, plus serré. Peut-être que là, les gens sont plus frileux. On prend en ce moment, on est en décembre 2025. L'année 2026, c'est beaucoup de gens qui vont dire, ça va peut-être être difficile un peu, il va falloir qu'on consolide un peu, qu'on regarde nos investissements 2 fois, puis peut-être que là, le taux fixe va être plus avantageux ou va être plus offert. Fait que je ne sais pas pour toi, est-ce que historiquement, il y a un taux qui a été le plus offert ou c'est vraiment égal à égal? Non. Mais ça n'a pas rapport avec la bonne décision. Le taux le plus offert au Canada, historiquement, c'est un 5 ans fixe. Puis la raison que le 5 ans fixe est le plus populaire produit historiquement au Canada, c'est que l'objectif, OK, très important, la banque. Ça, c'est pas une mauvaise chose que je suis en train de dire, c'est tout simplement un fait. L'objectif de la banque, c'est de maximiser son profit. Oui, ça c'est sûr. Ouais. OK. Quand on prend une hypothèque, la banque a fait de l'argent sur les grandes lignes là, de 2 façons. Elle fait de l'argent sur l'intérêt qu'elle te charge, puis elle a potentiellement fait de l'argent sur ta pénalité.
Parce que si tu brises ton hypothèque, tu vas avoir à payer une pénalité. Puis le type d'hypothèque que tu as pris va déterminer comment la pénalité est calculée. Je ne rentrerai pas dans le calcul, je peux l'expliquer une autre fois peut-être, mais la pénalité sur un 5 ans fixe va être la plus grosse pénalité en moyenne disponible sur une hypothèque. Fait que sachant cette information-là, évidemment, éventuellement, on va vendre notre propriété. Donc, si on est mindé de toujours prendre des 5 ans fixes, la banque, elle a le bénéfice de toujours promouvoir ce produit-là parce qu'en moyenne, elle va récupérer le maximum de pénalités quand on va briser notre hypothèque. Got it. OK. Okay? Fait que souvent, puis c'est pour ça, puis les gens qui sont en train d'écouter ça vont le savoir, si on a une hypothèque, souvent la banque, elle nous a juste présenté un produit qui était le 5 ans fixe. Quand notre renouvellement arrive, voici l'offre du 5 ans fixe. C'est pas promu de parler de la gamme d'options puis des forces et faiblesses de différents produits. Puis il n'y a pas un produit, ça c'est tout important. Il n'y a pas un produit qui est mieux qu'un autre. C'est tous des outils. Ouais. Puis c'est comment qu'on les utilise qui compte. Non, je pense que c'est ça. Puis je pense que tu viens de comprendre, de nous donner tellement de détails puis de théories aussi pour mieux comprendre ces deux différents taux, comment les appliquer à notre situation. Puis évidemment, contacter Morgan pour nous faire accompagner, là, pour comprendre puis prendre une décision qui fait du sens. Mais c'est toujours, tu sais, ça a toujours été une discussion qui est comme, attends, là, je comprends pas. Là, c'est quoi des taux variables, c'est quoi des taux fixes, lesquels t'appliques à ma situation. Fait que, mais de répondre, de dire, écoute, c'est selon ta prise de risque, ta tolérance au risque, au stress que tu veux allouer, peut-être, tu sais, juste pas de l'argent de côté ou peu importe, là, mais ça, c'est intéressant à prendre en compte. Un autre sujet, pour acquérir une propriété, on sait, je pense, en processus d'achat, la pire chose que tu peux faire, c'est d'aller acheter des dettes sur, que ce soit une marge de crédit, une carte de crédit loadée, 2, 3 cartes de crédit loadées, les deux sont loadées, ou bien un paiement de char, tu sais, souvent c'est ça, comme il arrive à acheter une propriété, puis là, oh mon Dieu, ben là, mon char a brisé, donc je me suis dit, faut que là, tu viens de te tirer dans le pied, là, en allant te chercher un paiement de véhicule avant d'avoir l'approbation, puis justement d'acquérir la propriété. Après, tu pourras peut-être me le dire, après d'avoir acquéri la propriété, puis tu te pognes un char, you do you. Mais avant, c'est là, il faut que tu fasses attention, là, c'est critique, là. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, fait que peut-être que tu peux le traduire pour moi, mais il y a ce qu'on appelle budget creep. Budget creep? OK, non. Oui. Puis, tu sais, OK, je ne sais pas si tu as déjà entendu le saying que quand tu t'ajoutes une étagère à quelque part, elle va se remplir. Tu sais, dans ta maison, il n'y a pas d'étagère sur un mur, tu mets une étagère, en X nombre de semaines, il va y avoir des affaires sur cette étagère-là. Fait que les gens remplissent tout l'espace utilisable. Pour ça que quelqu'un qui a une maison à 1000 pieds carrés, puis il y a quelqu'un qui a une maison à 2500 pieds carrés, les deux maisons sont pleines. OK? Fait que les gens font la même chose normalement avec leur budget personnel. C'est que tout l'argent disponible va être utilisé. Fait que là, la question, c'est comment est-ce qu'on alloue, c'est quoi l'allocation de cet argent-là qui va faire en sorte que plus tard, on va avoir une meilleure valeur nette. Fait que souvent, les gens, ils vont avec qu'est-ce que je suis approuvé? Est-ce que je peux être approuvé pour la voiture ou est-ce que je peux être approuvé pour l'hypothèque? Puis ça, définitivement, qu'il y a une game de faire approuver l'hypothèque, puis là, aller chercher l'approbation du char. Mais ça ne change pas qu'à la fin du mois, tout l'argent doit sortir du compte. Fait que moi, je suis de l'opinion que ça commence avec une analyse financière de dire, bon, mais c'est quoi mon objectif quand je prends ma retraite ou à tel âge, whatever, là, tu sais, c'est quoi mon objectif long terme? Puis là, à l'intérieur de ça, comment est-ce que mes décisions sur mon hypothèque, sur ma voiture, sur mes REER, il y a 1000 différentes affaires, comment est-ce que ça l'aide ou ça l'empire cet objectif-là? Tu sais, fait que de dire, tu sais, comme au bout de la ligne, Anthony, l'objectif, c'est d'acheter le plus de maisons pour le moins d'argent. Tu sais, fait que souvent, les gens ont ça d'inverser. C'est comme, OK, mais je qualifie pour 700 000. Fait que j'essaie de trouver une propriété à 750. C'est comme, si tu qualifies à 700 000 puis tu trouves une propriété à 500 000 qui coche toutes les boîtes que tu as besoin, tu achètes celle à 500 000. Pourquoi? Ben, parce que tu as dépensé moins d'argent. Oui. Mais je pense que les gens se disent, c'est ça justement, hey,
je t'ai accepté à 700 000, je veux le lifestyle du 700 000, tu sais. Ouais. Fait qu'ils se disent, je vais pas me réduire à 500 000. Pourquoi tu penses que c'est pas une bonne idée? C'est parce que l'objectif, c'est de se créer un budget mensuel, annuel, qui nous donne la possibilité de cotiser dans nos CELI, dans nos REER, dans un fonds d'urgence, pour s'acheter puis utiliser une voiture qui rentre dans nos moyens financiers et d'acheter une propriété. Puis en plus de ça, puis ça, c'est un autre sujet, mais ça se relie. Okay. L'objectif d'acheter une propriété, Anthony, c'est d'arrêter de payer un loyer. Notre résidence principale. Make sense. Ouais. Une propriété locative, c'est tout un autre game, mais parlons juste de notre propriété principale. Ouais. L'objectif d'acheter une propriété, c'est pas payer un loyer. Okay? Ça, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Okay. Quand tu achètes une propriété, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de payer un loyer sur l'argent que tu as emprunté pour acheter la maison. Parce que tu payes de l'intérêt à la banque. L'intérêt, le montant que tu payes en intérêt, c'est la dépense. C'est combien ça te coûte pour louer littéralement l'argent de la banque. Oui. Okay? Si l'objectif, c'était d'arrêter de payer un loyer, une fois qu'on a la structure pour pouvoir arrêter de payer un loyer, mais là, l'objectif, ça devrait continuer à être de ne pas payer de loyer. Fait que si tu as une capacité financière de 700, trouve une maison qui est à 500, qui fit ce que tu as besoin. Oui. Puis à la place de la rembourser en 25 ou 30 ans, tu es capable de la rembourser en 15 ans. Là. Ça veut dire que dans 15 ans, tu n'as plus de loyer. Ça, c'est un succès, là. Ça, c'est un succès. Puis ça revient à une question que je t'ai posée, on va discuter à la fin tantôt. La vision du succès, tu sais, souvent, les gens, ils vont se dire, écoute, je travaille tellement fort, je mets les heures nécessaires, je fais un certain montant d'argent, je mérite un lifestyle conséquent, tu sais. Et je pense que c'est biaisé de voir ça de même, tu sais. C'est de faire, je pense, les bons investissements, puis de profiter de la vie, puis il n'y a personne qui tu vis de même, puis ça marche de même, là. Mais en règle générale, je pense que tu as beaucoup plus de bonheur à travers les expériences que tu vas faire, les bons coups que tu vas faire, plutôt que le char de l'année, ou des trucs, évidemment, qui vont déprécier, là, on le sait, là, c'est pas... Mais oui, tu sais, est-ce que tu as vraiment besoin de la grosse cabane avec 2 garages, puis, tu sais, regardons un peu nos besoins essentiels, tu sais. Non, puis ça c'est vraiment... puis là, il faut que quelqu'un me fact-check là-dessus, là, mais j'avais lu un article, je crois, par l'écrivain Morgan Housel, mais ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre. Nice. Oui, un autre Morgan, mais il y a une couple de bons livres financiers, The Psychology of Money, ça c'est un must-read pour tout le monde, fantastique. Ça c'est un super de bon livre. Mais l'article en question que je fais référence, c'est quoi qui est assez? How much is enough? Fait que, puis ça, c'est quelque chose qui est dur à quantifier, puis c'est personnel, mais je pense que les gens, il faut voir qu'est-ce qui est assez. Moi, je le sais. Quand tu as 25 ans, quand tu as 30 ans, puis tu veux toutes ces affaires-là, la version de toi que maintenant, dans notre scénario, là, tu as 30 ans, tu achètes ta propriété, on l'a fait en sorte que tu vas pouvoir la rembourser en 15 ans. Ça veut dire qu'à 45 ans, tu n'as plus de paiement hypothécaire. Le Anthony de 45 ans, là, qui va regarder en arrière, là, il va penser au Anthony de 30 ans et il va dire « I'm a good job ». Il va être fier, C'est ça. Puis là, si tu mets ça en contraste avec... Puis là, tu m'avais posé la dernière fois la question de l'hypothèque de 50 ans. Ouais, on va en parler. Mais ça n'a pas d'importance le chiffre. Si, par exemple, le même Anthony à 30 ans qui achète sa maison puis qui dit « Moi, on m'a payé en 25 ou 30 ans », ça veut dire qu'à 60, 65, 70, il n'y a plus de loyer. Puis on peut voir très facilement dans ces deux exemples-là qu'Anthony à 45 ans, plus de paiement hypothécaire, puis Anthony à 65 ans, plus de paiement hypothécaire, ta vie au complet n'est pas pareille. Je pense que l'enjeu avec ça, puis je suis complètement d'accord, tu sais, je veux dire, c'est un rêve aussi de dire, écoute, j'ai plus de loyer, je paye juste mes taxes, l'entretien de ma maison, les réparations nécessaires. That's it, là, tu sais. Tu as un esti d'avantage de fou, là, tu sais. Mais je pense que c'est ultra rare des cas qu'on achète une maison à 30 ans, mettons, et on garde le reste de notre vie. Tu sais, souvent, les gens vont le vendre après peut-être 10, 20 ans. Puis ils vont aller rechercher une propriété peut-être plus chère, idéalement moins chère, là, on veut peut-être diminuer, là, mais souvent, c'est ça. Fait que, on revient dans un autre paiement hypothécaire. Fait que je pense que c'est une bonne stratégie quand tu veux garder, tu trouves mettons, ta propriété de rêve, puis tu dis, moi, mon lifestyle, je me connais, je sais qu'est-ce que je veux faire. Ça va être ici, là, tu sais.
Fait que dans cette optique-là, oui, mais sinon, si on rachète tout le temps constamment, ben, ça devient challengeant peut-être. Je te dirais qu'il y a deux choses à mentionner là-dessus, Anthony. La première, c'est que toutes les maths dont on parle, là, on parle dans l'ésotérique, là, on parle de rien, là, j'ai pas de feuille de papier, puis je te montre les calculs. Mais si, par exemple, on reprend encore l'exemple d'Anthony qui aura remboursé, s'il déménage pas, puis il continue avec la stratégie, il rembourse son hypothèque en 15 ans. Puis on prend le même Anthony que, à place de ça, il a pris un 30 ans, fait qu'il va avoir 60 ans. Fait que les deux Anthony, il y en a un qui a 45 qui est libre d'hypothèque, il y en a l'autre à 60 qui est libre d'hypothèque. Bon. Le premier Anthony, là, si à 40 ans, il dit mais tu sais, moi, je veux être dans une autre ville. Je veux une plus grosse maison, je veux une cour en arrière, je veux une deuxième chambre à coucher. C'est ça. Okay, mais il reste 5 ans sur son hypothèque, là. Fait que quand il vend cette maison-là, mais il y aura proportionnellement beaucoup plus d'argent pour soit la prochaine mise de fonds, des rénovations, toutes sortes d'affaires, que l'Anthony qui va y rester à 40 ans, encore un autre 20 ans d'hypothèque. Pas pareil, là. J'adore ça. J'ai une question qui va popper dans ma tête et souvent on voit ça passer sur les réseaux sociaux, des gourous entrepreneurs qui disent acheter une maison, c'est pas un investissement. C'est quoi ton opinion sur cette phrase-là? Fait que ça, premièrement, c'est vrai et faux parce que la question est plus nuancée parce que une propriété, c'est comme dire acheter une action à la bourse, c'est pas un investissement ou c'est un investissement. Fait que, tu sais, tu achètes une maison qui est dans un mauvais emplacement, qui est dans une zone à risque d'inondation, puis tu fais aucun entretien, c'est pas un investissement. Pas d'importance que ce qui arrive dans le marché financier, c'est pas un investissement. Tu vas perdre de l'argent sur ce deal-là. Exact. Tu achètes une propriété qui est dans un emplacement voulu. Tu prends bien soin de la propriété. Puis le moment que tu as besoin de vendre la propriété, il y a une crise financière mondiale, c'est pas un investissement. Mais ça fait partie du risque de tout investissement. Que ça peut monter, ça peut descendre. Je pense qu'une erreur canadienne, c'est que les gens, ils pensent au Canada que c'est l'investissement le plus important qu'on peut faire dans notre vie. Puis que ça va être notre plan de retraite, puis etc. Ça va être notre fonds de retraite, mettons. Exactement. Puis ça a fonctionné pour plusieurs différents marchés, pour plusieurs années au Canada. Ça ne veut pas dire que ça va continuer à fonctionner. Et que si tu lis le Psychology of Money de Morgan Housel, il parle de ça, c'est d'avoir des attentes raisonnables de nos rendements, puis de diversifier. Fait que les gens qui disent, moi, tout va dans ma propriété, mais ça, c'est une erreur. Tout va aller dans une seule action à la bourse, ça, c'est une erreur. Mais d'avoir une variété de choses, fait que peut-être que ta maison va être un investissement gagnant. Mais peut-être qu'elle ne sera pas. Mais ça ne sera pas ton seul plan, ta seule stratégie. Fait que je pense que dans cette optique-là, c'est que oui, c'est un investissement qui vient avec le risque, comme tout investissement. Mais je rajouterais à ça. Puis ça, c'est que quand on achète une résidence principale, pas une propriété locative, ça, c'est un jeu d'investissement pur. Quand on achète une résidence principale, c'est un endroit physique aujourd'hui, un espace physique qu'on est à l'intérieur de aujourd'hui. Donc, il y a une valeur non monétaire à cet espace physique-là. 2, c'est la liberté de décision de comment gérer cet espace physique-là. Puis souvent, les gens vont dire, tu sais, moi, je veux être propriétaire de ma maison parce que je voudrais faire mes propres affaires dedans. Parfait. Puis 3, ça revient à mon point que j'amenais tantôt, c'est que l'objectif pour notre résidence principale, il n'y a pas d'efficacité, d'impôt, whatever. L'objectif, c'est d'être libre du loyer qu'on paye. Fait que tu achètes une maison, peu importe ce qui arrive à la bourse, sur les marchés immobiliers, dans l'économie en général, tu peux toujours essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable, mais essayer de rembourser cette hypothèque-là le plus rapidement possible. Parce que même si tu achètes une maison, là, disons qu'on va doomsday, là, puis je sais qu'on s'en va dans une petite tangente, mais on fait un doomsday scénario. Tu achètes une maison pour 500 000. OK? Anthony Vizna achète une maison 500 000. J'aimerais ça. On a un plan de la rembourser en 15 ans. OK. Puis dans 15 ans, Anthony, il a 45 ans, disons, dans ce scénario-là, puis il a remboursé son hypothèque.
Il n'y a pas de paiement hypothécaire. Mais là, il y a une énorme crise financière sur la planète, puis ta maison de 500 000, elle vaut 250 000. Ouais. Mauvais investissement. Tu as perdu Exact. 250 000. Ouais. Mais tu n'as pas d'hypothèque. Je pense, puis oui, ça c'est. Mais il y a peut-être une parenthèse parce que les gens qui disent qu'ils sont, mettons, des fervents pour l'immobilier, pour la brique, là, c'est comme c'est le meilleur investissement, le plus stable, ça ne va jamais baisser, ça va toujours augmenter. Puis ça a été vrai, là. À part peut-être en 2008, si je ne me trompe pas. J'étais trop jeune, j'avais 8 ans, mais quand même, je crois que les propriétés avaient baissé. Oui, ben oui. Donc, non, de 2008 à 2010, ça a été rough. Ça a été, ouais, c'est ça. OK. Mais en règle générale, ça a toujours vraiment augmenté beaucoup là, depuis la pandémie, là, mais ça a augmenté. Puis un autre sujet aussi qu'on entend souvent, c'est que, oh mon Dieu, c'est plus accessible, c'est trop dispendieux, donc on a deux options, on achète en gang ou on reste à loyer toute notre vie. Puis la différence, on l'investit, mettons, dans un marché d'investissement, d'action. Puis ça dépend de ton objectif, je crois, mais moi, je trouve ça beaucoup plus serein et long terme de se dire, moi, éventuellement, j'aimerais me rendre que ça ne me coûte rien pour me loger, mettons. Ouais. Mais, je ne sais pas, ça va dépendre des gens. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis ça, c'est, on peut parler en généralité, mais chaque cas est individuel. Chaque personne, son parcours est individuel. Fait que je pense que l'objectif, ça commence. Puis de là, pourquoi, quand on fait une préqualification, c'est qu'on est en train de faire nos devoirs. Ça commence. La première question, c'est quoi ma capacité en ce moment? Puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour atteindre mon objectif? Si j'ai un objectif d'acheter ma première propriété, peut-être que basé sur nos revenus, puis le montant d'économie, ça ne sera pas la propriété de rêve. Mais tu sais, puis ça, si on pense à le monde Internet qu'on vit en ce moment, que tout doit être sur Instagram, puis il faut que tu aies la plus belle cuisine, puis blablabla. Mais la réalité, c'est que si tu achètes ton premier condo avant, puis j'en fais des gens là, qui ne se font pas donner d'argent de leurs parents, puis ont économisé depuis qu'ils sont dans le début vingtaine, puis ils achètent un petit condo à 300 000 $400 000. Tu sais, ça vit là pendant 5-6 ans, puis là, ça dit, écoute, soit qu'on la met en location ou on la vend, puis ça nous donne une plus grosse mise de fonds pour le prochain achat. On est quand même en train de bâtir vers notre objectif. On n'a pas besoin d'être à notre objectif du début, là. Je pense que c'est vraiment inspirant et motivant de se dire, regarde, Guy, t'es pas obligé d'acheter tout de suite la grosse cabane ou le gros triplex, le quadruplex, c'est à Montréal. Tu peux commencer avec une petite propriété, puis après, transitionner graduellement vers des choses si tu veux. Autrement, le condo, c'est vraiment bien. C'est une flexibilité aussi si tu vas aller louer éventuellement. Puis l'achat d'une maison aussi, tantôt, ce qu'on n'a pas parlé, c'est que si tu as l'option aussi d'avoir un bachelor, ben, des fois, tu as un salon coiffeur que tu peux te mettre à l'intérieur, je sais pas, une petite garderie, de revenir aller chercher du revenu ou bien de louer comme logement puis revenu de location. Ça aussi, c'est des stratégies qu'on peut penser avoir. Regarde, cette maison-là peut devenir assez rentable même là, éventuellement. Il y a ça aussi. Absolument. Absolument qu'il y a des gains potentiels à être faits. Mais puis pour revenir à la question de c'est quoi qui est assez, il y avait une étude, je crois que Fitbit avait fait une étude il y a comme 10 ans, là, tu peux checker ça sur Google, là, qu'il avait traqué le pourcentage d'une maison moyenne aux États-Unis qui est utilisée par l'habitant. Puis la moyenne, c'était comme la taille moyenne d'une propriété, c'était genre 2500 pieds carrés. Puis la moyenne d'utilisation, c'était comme 700 quelques pieds carrés. Prendre en compte, là, c'est un 3,5 environ. Fait que tu sais, quand souvent, puis moi, je me donne comme exemple là-dessus, c'est que moi, je vis en ce moment dans un 650 pieds carrés. C'est mon condo au centre-ville. Qui est parfaitement, le layout est parfait pour moi. Que, tu sais, des fois, je me dis, une deuxième chambre à coucher, ça serait hot, mais ça serait la seule chose que je changerais. Genre, je voudrais pas un deuxième étage plus un sous-sol. C'est trop d'espace pour mes besoins. Fait que souvent, on se fait dire, ça, c'est ce que tu as besoin. Tu as besoin d'arriver à avoir telle affaire. Mais au bout de la ligne, tu n'as pas nécessairement besoin de tout ça. Puis je suis pas en train de dire ça pour écraser tes espoirs. Si tu dis, moi, je veux 3 chambres à coucher, je veux mon sous-sol, je veux un workshop pour faire, tu sais, je fais tel projet, c'est correct, tu peux tout vouloir ça. Puis la question devient,
c'est quoi l'objectif, puis là, c'est quoi les décisions qu'on prend pour arriver à cet objectif-là. C'est de se rappeler, puis j'adore ça, puis je pense que les entrepreneurs, puis plus nous que, mettons, un salarié, peu importe, là, mais on dirait qu'on en veut toujours plus. On mange, on a toujours faim. Ouais. Puis peut-être ça va avec l'âge aussi, là, je veux dire, c'est pas. Mais, mais dans ta tête, selon toi, là, dans ta propre vie, penses-tu que tu t'es rendu ou tu vas être rendu à un point où tu dis je suis satisfait, je n'ai plus besoin de faire plus? Ça, c'est une bonne question. Parce que en ce moment, je ne suis pas rendu là. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais ouais, that's it. mais si je peux te raconter une histoire. Ouais. Quand j'étais dans l'automobile, une de mes collègues avait rencontré une personne un peu plus âgée qui était multimillionnaire. OK. Puis il y avait toutes sortes de problèmes de santé. C'était son adjoint qui devait tout faire pour lui. Il était en chaise roulante, ça faisait des années qu'il ne pouvait plus marcher. Il y avait toutes sortes de difficultés physiques dues à son âge puis à sa santé. Puis ça m'a touché quand elle m'a raconté son interaction avec la personne en question qui lui a dit que lui, son highlight dans sa journée, c'est que son assistant lui sortait de son appartement puis il allait prendre une marche dans le parc, l'autre bord de la rue, un beau parc, je me rappelle plus c'était dans quel coin. Puis son highlight, lui, highlight de la journée, puis il a dit, moi, là, si je pouvais tout donner mes possessions, tout mon argent, tout mon immobilier, toutes mes voies, si je pourrais tout les redonner pour pouvoir prendre une marche une fois, je le ferais. Oh, c'est fou, j'ai des frissons, c'est... Ah ouais, hein, c'est incroyable ça. Fait que pour moi, ça m'a toujours touché que l'important, c'est pour ça que tantôt, quand j'ai dit l'immobilier, c'est pas juste un investissement, c'est un emplacement physique, on y habite. C'est que c'est notre vie aujourd'hui qui est importante aussi. Fait que, tu sais, c'est d'avoir des bonnes relations, de bien manger, de profiter de la vie. Tu sais, fait que c'est toutes ces choses-là. Puis quand on parle de finances, là, les finances, c'est les outils qui nous donnent notre liberté aujourd'hui et demain. Fait qu'on, nous autres, on n'est pas en servitude de nos finances et nos finances sont en servitude de nous. Alors, c'est tellement, c'est une belle histoire. Puis, tu sais, je parlais avec ma blonde Alex récemment, puis je dis, tu sais, les deux, on vit dans des appartements, dans des 2-3,5. Puis éventuellement, on va habiter ensemble. Mais, puis là, tu dis, hey, je sais pas, on va aller chercher un 4,5, un 5,5, puis, tu sais, mis à part l'aspect financier, mais c'est comme, tu sais, le livre de Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Tu sais, tantôt de dire, tu sais, l'espace habitable que tu utilises vraiment, dans le sens que si je ne travaille pas de la maison constamment puis que je fais d'autres choses puis que j'arrive chez moi puis que, tu sais, c'est un peu en mode je mange, je soupe et tout ça puis que les deux, tu sais, il n'y a pas de friction qui peut faire. Un 3,5, c'est en masse, tu sais, puis une pièce, whatever. C'est ça, en réalité. Puis il y a une grosse mode de plus en plus. C'est les mini-maisons puis des plus petits habitats. Des trucs en container déjà tout fait. Que là, tu achètes ton terrain, tu te mets ça, c'est bâti, tu te mets une fondation, tu sais, puis l'eau. Mais tu as comme ton petit patelin, ta petite maison en toi, puis tu es isolé, puis tu aimes ça. Ben, ça devient plus avantageux économiquement, puis tu maximises 100% ton espace aussi. Tu n'as pas des pièces inutilisées. Ça, tu l'as bien dit, Anthony, c'est que l'objectif, c'est de maximiser l'espace. C'est pas d'avoir un certain montant de pieds carrés, c'est d'avoir bien utilisé notre pied carré. Puis tu sais, ton exemple de mini-maison, là, puis si je te peinture une image que, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui s'achète une petite maison bien faite avec une belle cour en arrière, puis eux, ce qui leur rend content, c'est à la fin de la journée, s'asseoir dehors, dans la cour, prendre une bière, peut-être se faire un petit peu, là. Mais ça, là, c'est pas ça qui coûte l'argent. Fait que c'est qu'est-ce que tu peux faire si c'est ça qui t'apporte la joie, là. C'est quoi les décisions qu'on peut faire pour que tu arrives, que ton quotidien, c'est ça. Exact. C'est inestimable. Puis en vieillissant, je pense que c'est quelque chose que tu affines aussi dans tes goûts, puis dans ce que tu veux comme vie, parce que malheureusement, quand on est jeune, on se fait pitcher tellement de fais ci, fais ça, fais tel parcours, tu sais, depuis la jeunesse de suivre le parcours scolaire, va faire ça parce que tu vas trouver des portes, tu vas, tu sais. Puis c'est correct, mais après, tu deviens dans la vie d'adulte, puis tu es comme là, il faut que tu prennes tes propres décisions, tu sais. Puis je dis ça parce que notre audience, c'est du 25-35, c'est des jeunes qui développent leur carrière, qui cherchent un peu encore, puis c'est correct. Mais à un moment donné,
tu vis tes expériences, tu fais des choix qui vont pouvoir te déterminer. Moi, c'est une vie que je ne veux pas vivre. Au contraire, c'est une vie que je veux vivre aussi. Fait que, tu sais, on essaie de. Tu sais, le podcast, essentiellement, c'est un peu pour donner un guide vers voici les différentes options de carrière qu'on peut faire, tu sais, puis d'ouvrir des portes puis de faire connaître que tu peux aller chercher une liberté à travers ça. Fait que, on finit. Ouais, excuse, vas-y. Non, j'allais juste dire parce que j'aime beaucoup ce que tu dis, Anthony. Puis Merci. Si moi je peux te poser une question, c'est pourquoi est-ce que les gens ont le fameux midlife crisis? Oui. Mon Dieu, c'est vrai ça. Parce que tu te dis, hey, je sais pas, j'ai fait des bonnes études, j'ai un job stable, j'ai une famille, des enfants, whatever, j'ai la grosse maison, la grosse. Tu sais, puis le char, puis finalement, pourquoi je suis en burn-out à 32 ans? Tu sais? Pourquoi je suis en épuisement de travail? C'est pas ce que tu voulais pour vrai. Ben, c'est ça, je pense aussi. Les gens n'ont pas pris le temps de s'asseoir et de dire, regarde, je suis qui moi? Qu'est-ce que j'aime? Ils n'ont pas pris parce qu'ils sont dans la routine, ils sont dans le grind. Il faut que j'atteigne quelque chose que mon père et ma mère m'ont dit qu'ils vont me respecter maintenant si je fais ça. C'est ça. Fou. Exactement. Mais c'est tellement commun, puis malheureusement, puis l'anxiété et le stress, ça rentre là-dedans aussi. Mais ouais. Absolument. Puis je dis pas que la vie est facile. Là. La vie est dure. Puis on va avoir plein de péripéties. On va faire des erreurs. Mais on espère qu'en moyenne, on va faire plus de bonnes décisions que de mauvaises décisions. Oui. Morgane, on va faire du saut, faire du pouce. Ton succès pour toi, ce serait quoi pour ta vie personnelle et professionnelle? Mon succès pour moi, c'est de pouvoir continuer à travailler avec des gens qui sont honnêtement fantastiques, tous les gens avec qui je travaille, puis de leur aider à accomplir leur succès. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un à qui j'aide a du succès, moi, j'ai du succès. Short and sweet, j'adore ça. Ouais. Dernière question, je ne sais pas si tu te souviens, si tu pouvais parler à un Morgan de 25 ans. Moi, j'ai 26, fait que c'est cool, on va. Fait que, qu'est-ce que tu lui dirais en ce moment? Ah, fais plein d'erreurs. Fais plein d'erreurs? Fais plein d'erreurs. Endette-toi, let's go. Non. Endette-toi pas, fais toutes les autres erreurs. OK, mais je pense que ça, c'est une super de bonne question, Anthony. Tu m'avais primé dans notre première rencontre pour cette question-là. Puis vraiment, je pense qu'on apprend souvent encore plus de nos erreurs que de nos succès. Fait que je pense que exactement ce que toi, tu es en train de faire, puis comme plusieurs entrepreneurs, puis de gens qui se lancent en affaires, c'est essaye-toi. Puis, si tu te plantes, correct. Commence. So be it. No problem. Fait que moi, je dirais, c'est pas d'essayer de faire le best, c'est de faire ce que tu penses qui sera le best. Puis si ça fonctionne, tu as appris. Si ça fonctionne pas, tu as appris. 10 sur 10. J'adore cette entrevue. On peut se faire une heure de plus? Non, mais pour vrai, tantôt, avant, on s'est dit, hey, comme je dis à mes invités, on fait toujours un part 2. Part 2, on le fera en studio. Puis en 2026, c'est un rêve que je voulais, un objectif en fait que je voulais faire. C'est des entrevues anglophones. Donc, de me pratiquer. Puis, tu sais, j'en ai déjà fait un peu partout. Mais là, je vais en faire davantage pour aller chercher un public aussi anglophone, canadien, américain éventuellement. Mais ça pourrait être bien de le faire en anglais pour un part 2. C'est comme tu veux. Moi, ça serait super pertinent. Fait que tu es toujours le bienvenu, toujours pertinent. On va s'établir des nouveaux sujets, un recap de WhatsApp, qu'est-ce qui s'est passé en 2026. Fait que, toujours invité. C'est moi qui te remercie, Anthony. Super intéressant. Puis, bon succès à toi. Merci. Dernière chose, où est-ce qu'on peut te contacter pour faire affaire avec Morgan? OK, mais ça, il y a plusieurs façons. Sur Instagram, mon cellulaire, c'est le plus facile. C'est le 514-923-6606. C'est le numéro de téléphone que j'ai depuis que je suis au secondaire. Good. Fait que, mais on peut me trouver en ligne the.mortgage.guide. OK, fait que c'est le guide hypothécaire. Fait que ça, c'est les deux façons les plus faciles. Puis honnêtement, tu sais, je ne suis pas un banquier, hein. Textez-moi, envoyez-moi un message, tu sais, je suis disponible. C'est un humain qui répond. Ça, c'est de l'accessibilité qu'on veut aussi. Excellent. Comment t'as aimé ton expérience aujourd'hui? Super bonne. Super bien, Anthony. Merci beaucoup. Parfait. On va se prendre une petite minute avant de se laisser, mais merci encore, puis merci beaucoup tout le monde pour votre écoute. Merci à tous. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin.
Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton intention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.